Dans l'imaginaire américain, le désert est synonyme de conquête. C'est le lieu des westerns, de l'enrichissement rapide et de la réalisation identitaire. Il met au défi la toute-puissance de l'homme de le domestiquer pour le transformer en jardin luxuriant, en guise de cri victorieux sur la nature. Dans son article sur le désert et l'imagination cosmopoétique, Jean-Jacques Vunenberger souligne, et je cite, qu'il existe un imaginaire du désert minéral dont le prototype est celui de la littérature du conquérant. Le psychisme se nourrit alors d'un pathos suscité par l'espace illimité, le vide qui donne à sentir l'intensité de la liberté. Du territoire domestiqué du western à l'espace désolé et apocalyptique de certains romans de science-fiction, le désert américain ne cesse d'inspirer l'imaginaire littéraire, et ce, jusque dans ses productions contemporaines. Ces dernières, toutefois, semblent plutôt interroger les représentations habituelles du désert, où cet espace est mis au service d'une quête identitaire ou spirituelle. À l'aide d'exemples puisés dans Méridien de sang de l'auteur américain Cormac McCarthy, j'émets l'hypothèse que l'espace du désert, au-delà d'un renversement symbolique de ses représentations antérieures, permet une remise en question du rapport entre les individus et leur environnement, entre l'idée plus générale de nature et celle de culture. Pour ce faire, je mettrai à l'essai un procédé littéraire que je nomme processus de minéralisation et qui se manifeste par un décentrement de l'anthropocentrisme des paysages désertiques. En effet, il ne faut pas comprendre ici la minéralisation comme un mécanisme de pétrifaction des protagonistes où ces derniers seraient transformés en objets passifs et inactifs, mais plutôt comme un échange entre le minéral et les personnages dans une perspective de nivellement, entre parenthèses, démocratique. Sans plus tarder, je vais illustrer cette idée quelque peu abstraite avec une des citations les plus évocatrices de Méridien de sang, qui apparaît vers la fin du roman, au moment où la quête des protagonistes semble se diriger vers un avortement définitif. Dans l'impartiale sévérité de ce terrain, tous les phénomènes accédaient à une étrange égalité, et il n'était rien, pas une araignée, pas un caillou, pas un brin d'herbe, qui pût revendiquer la préséance. La clarté même de ces choses en démentait la familiarité, car l'œil présuppose l'ensemble à partir d'un signe ou d'un fragment, et tout ici était pareillement lumineux ou pareillement enveloppé d'ombre, et dans la démocratie optique de ces paysages, toute préférence devient un caprice, et un homme et un rocher acquièrent des liens de parenté insoupçonnés. Si ce passage descriptif est particulièrement éloquent du travail d'égalisation entre les éléments humains et non humains de l'œuvre, il est en fait une sorte de conclusion préliminaire au travail qui s'effectue dans les descriptions paysagères des 2 premiers tiers du roman. L'intrigue particulièrement violente et sanglante de Méridien de sang réécrit tout d'abord les péripéties du Glenton Gang, un réel groupe de chasseurs de scalps ayant parcouru les territoires frontaliers des États-Unis et du Mexique, ainsi que le désert de Sonora en 1849, afin d'exterminer les tribus Apaches. Puisqu'ils étaient payés au scalp, leur mission, entre parenthèses, d'épuration, était motivée en premier lieu par le désir d'un enrichissement rapide. Il leur arrivait donc fréquemment de tuer n'importe quel agriculteur, paysan ou nomade, se trouvant sur leur chemin afin d'augmenter leurs gages. Conséquemment, la fictionnalisation de ces protagonistes les rapproche de l'éthos de leurs confrères des westerns, que ce soit par le motif de leur quête ou par leur désir de conquête territoriale et pécuniaire. Mais les paysages commencent rapidement à s'imposer, et un discours autre émerge alors de la trame narrative. Au lieu d'être uniquement un « paint by numbers landscape », un paysage de peinture à numéros comme l'évoque Jane Tompkins dans son célèbre essai sur le genre western, West of Everything, le désert de McCarthy questionne plutôt l'agir des personnages. Ils continuèrent et le soleil à l'Orient lança de pâles bandes de lumière, puis comme du sang, suintant par vagues soudaines, un jet de couleur plus épais, s'épanouissant en nappe, et là où la terre était aspirée dans le ciel, à la limite de la création, la cime du soleil sortit du néant comme la tête d'un grand phallus rouge, jusqu'à ce qu'il eût franchi le bord caché pour se poster derrière eux, trapu et maléfique et palpitant. Les ombres des plus petites pierres étaient comme des lignes griffonnées sur le sable, et les formes des hommes et de leurs chevaux s'allongeaient devant eux, comme les filins de la nuit d'où ils étaient venus, comme des tentacules pour les enchaîner à l'obscurité encore à venir. Ils allaient, tête basse sur leur monture, sans visage sous leur chapeau, comme une armée marchant dans son sommeil.
Toutefois, il ne faut pas voir dans cette description paysagère un processus de naturalisation complète, où la nature prend le dessus sur l'humain pour le punir de ses actes passés. C'est d'ailleurs ce qu'avance Dana Phillips dans un article qu'il consacre au rapport à l'histoire dans Méridien de sang. Les êtres humains et le monde naturel ne figurent pas comme des antagonistes. Méridien de sang ne possède pas cette sorte de structure dramatique. Ils font plutôt partie du même continuum et sont constamment décrits par McCarthy ainsi. Par conséquent, la démocratie optique des paysages permet de penser un rapport entre nature et culture qui ne se structure pas dans un mode oppositionnel ou dialectique, mais plutôt rhizomatique, où la frontière entre les deux est plutôt poreuse, permettant ainsi les échanges de part et d'autre. C'est d'ailleurs dans cette perspective que travaille le processus de minéralisation des paysages, comme il est possible de l'observer dans le passage suivant. À mesure qu'ils progressaient, les hommes noircissaient au soleil à cause du sang qui maculait leurs vêtements et leurs visages, puis ils commencèrent à pâlir lentement sous la poussière qui les enveloppait, et ils prirent une fois de plus la couleur de la terre par laquelle ils passaient. La poussière du sable vient donc couvrir le sang de leurs crimes, ce qui a pour effet de masquer leur identité de miliciens travaillant au développement de la puissance coloniale américaine. Dépouillés de ce statut, les protagonistes perdent leur distinction et, comme des grains de sable, ils conservent une forme qui leur est propre, sans être plus importants que les arbres ou les roches qu'ils croisent sur leur chemin. La violence n'est toutefois pas uniquement attribuée aux protagonistes de Méridien de sang, puisque les éléments naturels en sont également empreints. C'est ce que révèle notamment la répétition de scènes où le paysage est dominé par la couleur rouge, rappelant le sang versé par les hommes, ce que d'ailleurs le sous-titre du roman, Le rougeoiement du soir dans l'Ouest, nous annonce déjà. Les événements naturels, comme les geysers de sable de la citation suivante, peuvent également tuer au hasard pour aucune raison, au même titre que les chasseurs de scalpes du roman. Très loin au nord, sur le désert, des gerbes de poussière montaient en colonnes vacillantes et vrillaient la terre, et d'aucuns disaient avoir ouï dire de voyageurs soulevés, comme des derviches dans ces implacables spirales, pour retomber brisés et sanglants sur le désert, et là peut-être voir cette chose qui les avait anéantis, repartir en titubant comme un démon ivrogne, et se confondre avec les éléments d'où elle avait surgi. De cette trombe, aucune voix ne sortait, et le voyageur, gisant avec ses os rompus, pouvait bien crier, hurler d'angoisse et de colère, mais de colère contre quoi? Et si la coquille racornie et noircie, qui était tout ce qui subsistait de lui, était retrouvée dans les sables par des voyageurs qui viendraient un jour, comment deviner l'instrument de sa ruine? C'est donc ainsi que se manifeste le caractère démocratique des paysages. Si un groupe d'individus peut tuer n'importe qui sans scrupule, il en est de même pour les éléments naturels, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une roche est au même pied d'égalité qu'un humain. Le processus de minéralisation à l'œuvre dans le roman s'effectue également par un travail du vent sur le sable. Dans les jours à venir, les fragiles rébus noirs du sang dans les sables allaient se lézarder et s'effriter et se disperser, de sorte qu'après quelques révolutions du soleil, toute trace de la destruction de ces gens serait effacée. Le vent salé du désert rongerait leurs ruines, et il n'y aurait rien, ni fantôme ni scribe pour dire aux voyageurs sur son passage que des humains avaient vécu ici et comment ils y étaient morts. Dans son essai Page de sable, Rachel Bouvet souligne d'ailleurs que l'activité du vent sur les espaces désertiques rappelle l'idée même de la mobilité qu'elle associe avec le nomadisme, un mode de vie caractéristique du désert. Le vent et le minéral travaillent donc de concert dans Méridien de sang afin d'assurer la présence du mouvement dans cette étendue dont l'imaginaire traditionnel nous ramène à un passé immuable, au temps d'avant qui n'observe aucune correspondance avec le présent. Ce pouvoir accordé à la fictionnalisation du minéral n'est pas sans rappeler le concept de matière durée, tel que défini par Gaston Bachelard dans La Terre et les rêveries de la volonté. Ce dernier associe les matières dures à un rêve de résistance qui autoriserait, je cite, une émergence dynamique au-dessus d'un espace-temps. En ce sens, la matière durée permettrait à l'individu de se penser comme devenir plutôt que comme être fini. Dans cette perspective, l'agir colonial et violent des personnages minéralisés de Méridien de sang n'est pas uniquement dénoncé, mais il est plutôt remis en perspective puisque le temps est ici envisagé dans une perspective cyclique plutôt que linéaire. L'épilogue du roman révèle d'ailleurs que c'est réellement cette conception particulière du temps qui rythme la trame narrative.
Sans porter d'indication temporelle précise, elle présente un personnage anonyme creusant des trous dans le sable afin de placer des poteaux de bois pour l'arrivée prochaine d'un chemin de fer. Si le temps avance, l'histoire ne se modifie pas. Sur la plaine derrière lui sont les vagabonds à la recherche d'os et ceux qui ne recherchent rien, et ils se déplacent par saccades dans la lumière comme des mécanismes dont les mouvements sont réglés, par échappement et palette, de sorte qu'ils semblent retenus par une prudence ou une circonspection qui n'a pas de réalité intérieure, et ils franchissent un par un, dans leur progression, cette piste de trous qui s'étend jusqu'à la limite du terrain visible et qui semble être moins la recherche de quelque continuation que la vérification d'un principe, une validation de l'enchaînement et de la causalité. Ainsi, la trame narrative de Méridien de Sang montre bien que l'histoire naturelle et l'histoire culturelle doivent toujours se répondre l'une et l'autre, et qu'elles ne peuvent pas se penser dans un unique lien de causalité unidirectionnelle. Il en est de même pour l'idée de nature qui ne doit pas simplement s'imposer à celle de culture, puisque c'est plutôt leur hybridation qui permet de repenser notre rapport au monde, ainsi que les mythes au fondement de notre imaginaire. Il en est de même pour celui du désert, cet espace se lisant maintenant sous le signe de la création plutôt que sous celui d'une cristallisation du passé. Merci.